Bienvenue, bienvenue à toutes et tous à cette conversation sud-sud entre des féministes d'Amérique latine, des Caraïbes et féministes d'Asie. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous pour cette discussion et nous vous invitons à utiliser le chat pour vous présenter et partager des ressources. Avant de commencer, il y a l'interprétation qui est disponible en anglais, espagnol et français. Et donc, sélectionnez la langue que vous souhaitez écouter pour cette réunion. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le petit globe en bas à droite de votre écran. Il y aura plusieurs langues qui vont être parlées, donc n'hésitez pas à sélectionner la langue, le français en l'occurrence. Et maintenant, des petites annonces de nos interprètes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Vous avez accès à l'interprétation en français en cliquant sur le petit globe en bas à droite de votre écran et en sélectionnant la langue à ce niveau-là, donc le français. Et si vous nous suivez depuis un téléphone, vous pouvez trouver cette option en cliquant sur les 3 petits points et sélectionner la langue. Merci, bonne écoute. Eh bien, merci à nos interprètes. Donc, vous avez pu entendre qu'il y a l'interprétation qui est disponible pour cette réunion. Je suis Andrea Vega Troncoso, je travaille pour WeDo, l'Organisation des femmes pour le développement et l'environnement et le développement. Et nous faisons partie du Nexus d'action féministe, un groupe de travail de femmes avec différentes organisations africaines et pour la justice climatique. Merci d'être présents et nous avons l'objectif d'aborder donc les différentes crises systémiques, et c'est la deuxième session de ces conversations sud-sud pour de ce nexus d'action féministe pour la justice économique et climatique. Et donc le titre ici, c'est « La responsabilité n'est pas une métaphore ». L'idée, c'est de fomenter une conversation sur des féministes du Sud, sur des thèmes qui nous touchent profondément. Et le but du Nexus, c'est vraiment de rassembler les efforts pour les justices économiques et justice climatique. Et c'est en s'axant sur la recherche des responsabilités et contre l'impunité des entreprises et contre le pouvoir néocolonial. Cette session est organisée par Équité de genre, Citoyenneté, Travail et Famille. Et donc, je vais passer la parole à Patricia Miranda de Latindad, qui est la deuxième organisation, donc Réseau latino-américain pour la justice économique et sociale, pour qu'elle nous présente un petit peu la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis depuis mon organisation Latindad. Je m'appelle Patricia Miranda. Je fais partie de ce réseau latino-américain pour la justice économique et sociale depuis très longtemps. Et nous sommes alliés à beaucoup d'organisations qu'a mentionné Andrea. Nous sommes ravis de pouvoir organiser cet espace de rencontre et de conversation avec vous. Nous allons aborder ce matin, lors de cette session,
ce qui se passe avec cette crise multifacette qui a commencé avec la pandémie, qui n'a d'ailleurs pas commencé que pendant la pandémie, qui a commencé avant, cette crise systémique, avec des sujets et des failles systémiques que nous n'avons cessé de relever en tant que féministes, avec l'impact sur les femmes, le travail sur les soins, l'économie des soins, qui a été le seul secteur qui n'a pas été paralysé pendant la pandémie. Même avec la guerre, l'inflation, la crise alimentaire, ce sont les femmes qui en souffrent le plus. Surtout, on voit beaucoup d'indicateurs qui le démontrent. Il y a une plus grande malnutrition, il y a une augmentation des prix du panier de base. Et à cela s'ajoute la crise climatique dont l'impact nous touche, nous les femmes, davantage. Et nous allons approfondir ce point ce matin, peut-être pour ce qui est de l'approvisionnement de l'eau, par exemple. Et enfin, la crise économique, la crise financière. Et ces derniers jours, on a vu des prévisions très, très inquiétantes. Toutes ces crises ont un impact différencié et accru sur les femmes. Et il est urgent, donc pour l'humanité et pour la planète également, d'agir parce que le temps presse. L'architecture financière internationale qui régit le monde centre ses décisions sur mettre la priorité sur l'accumulation du capital en faveur de petits groupes qui, depuis des siècles, ont profité d'une relation d'un rapport de force entre le Nord et le Sud, qui se traduit dans l'exploitation de nos ressources naturelles, supposément pour financer notre développement. Les femmes des régions du Sud ont beaucoup de points communs, et c'est ce que nous voulons souligner aujourd'hui. Et l'impact que nous subissons est le même. Ce sont les mêmes politiques qui nous sont appliquées dans nos pays qui renforcent les inégalités. Nous avons aussi des propositions à apporter à ces défis. Et ce matin, nous allons entendre des intervenants de différentes régions du Sud et qui vont présenter la situation actuelle et l'impact différencié sur les filles et les femmes dans ces régions, et également l'impact des politiques sociales, etc., et nous avons besoin de cette discussion pour les femmes au Sud. Je vais donc passer à la première session, et pour cela, j'aimerais inviter nos intervenantes à allumer leur caméra. Et nous allons aborder ces problèmes qui sont exacerbés dans chacune de nos régions et comment elles ont eu un impact différencié sur les femmes et les filles. Pour entamer cette conversation, nous allons accueillir Veronica Serafini, qui est économiste en macroéconomie des genres chez Latindad. Il y a Marissa Hutchinson, qui fait partie de l'Observatoire international des droits de la femme Asie-Pacifique, et Mae Buenaventura, qui fait partie du Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement. Je vais sans plus tarder passer la parole à Veronica. Merci Patricia. C'est un plaisir d'être parmi vous, entre personnes issues du Sud global. Je vais donc parler en espagnol. Selon moi, pour répondre à la question que l'on se pose, qui est quels sont les problèmes qui exacerbent la vulnérabilité de nos régions, comment elles ont un impact différencié sur les femmes, je crois qu'il faut aborder 3 axes d'analyse. D'abord, le modèle économique. Ensuite, les récits, les argumentaires développés, car c'est important d'analyser les argumentaires, puisque au final, ce sont
les récits que la société conçoit sur les problèmes, qui fait que cette prise en compte dans les politiques ou non, dans le traitement de ces problèmes. Et enfin, troisième pilier, la situation des droits des femmes en relation directe avec la mise en œuvre de politiques ou leur absence. Et donc, si on prend ces 3 points, je vais les aborder chacun séparément. Donc, le modèle en Amérique latine, le modèle économique, disons depuis 2005 jusqu'à 2014-15, nous avons connu une période de croissance élevée, en tout cas jusqu'à au moins 2009, mais avec 3 problèmes pour les femmes pour ce problème économique, même s'il y a eu aussi des problèmes pour le reste de la population. Alors, le premier problème, c'est une croissance économique qui n'a pas impulsé la création d'emplois de qualité pour les femmes. Elles se sont trouvées reléguées à des postes peu productifs, sans sécurité sociale, sans conditions de pouvoir revendiquer des droits du travail. Et pour exacerber cette vulnérabilité professionnelle, cette précarité professionnelle, on peut également ajouter le fait qu'elles n'ont pas pu réduire leur temps de travail proportionnellement à ce qu'on a pu voir dans le reste du travail. Et selon le pays, il y a 15 à 20% du travail qui n'est pas rémunéré. Donc, au-delà de leur contribution au secteur professionnel, le secteur non rémunéré correspond plus ou moins à 20% du PIB de la région. Ensuite, il y a un modèle extractiviste peu diversifié, avec peu d'emplois décents, avec des politiques fiscales inadaptées, puisque la pression fiscale reste en dessous de la moyenne de ce qu'il faudrait imposer pour garantir le financement des politiques de développement et de respect des droits des femmes, et avec une charge très élevée des impôts indirects qui affectent beaucoup plus les femmes. Et par ailleurs, troisième caractéristique de ce modèle économique, ce sont les problèmes environnementaux qui touchent directement les femmes. La déforestation, la pollution des eaux, la pollution de la terre, les inondations, tous ces aspects touchent de façon disproportionnée les femmes. C'est un modèle économique en fait qui a mené des pays à devenir des pays de revenus moyens, avec des PIB assez importants, mais sans que ça ait eu des effets positifs substantiels sur les femmes. Donc, par exemple, le produit intérieur brut a été plus élevé, mais l'indice de pauvreté chez les femmes a aussi augmenté. L'indicateur de pauvreté des femmes, qui est vraiment celui qui peut nous montrer que le PIB, l'augmentation du PIB, n'a pas bénéficié directement aux femmes. Deuxièmement, les discours ou les argumentaires. Quand on parle de croissance économique, on parle des femmes comme un outil de la croissance économique et on ne parle pas d'une croissance économique qui pourrait garantir des droits. Pas seulement pour le droit à l'emploi,
mais qu'il y ait une croissance économique qui puisse permettre le développement personnel et la collecte d'impôts qui puissent financer des politiques fiscales. Par rapport à la reprise après Covid, il faut tenir compte des attentes, parce que on ne parle pas des politiques des soins qui seraient nécessaires pour reconnaître le travail domestique. Les discours parlent de soutenabilité de la dette ou de politiques d'austérité pour garantir des politiques fiscales équilibrées, mais on ne parle pas des impacts négatifs de cette durabilité de la dette ou de la soutenabilité de la dette, et que ces politiques d'austérité bafouent les droits ou limitent les droits. En fait, les choix financiers entraînent un endettement supplémentaire des femmes. Ça fait entrer les femmes dans un cycle de presque esclavage perpétuel par l'endettement. Donc il faut remettre en question tous ces discours, tous ces concepts de l'orthodoxie économique, notamment la croissance, la durabilité de la croissance ou de la dette, le travail. Les femmes ne veulent pas n'importe quel travail. On ne veut pas revenir à cette normalité d'avant le Covid. Et donc, ce modèle économique avec ces discours, le troisième facteur dont on doit parler, ce sont justement les politiques publiques. Les femmes ont parlé, ont impulsé, ont lancé des politiques sociales avec certains succès dans ces politiques sociales. Mais la politique économique, elle, est restée la même et n'a pas intégré cette approche de genre grâce auquel on pourrait bénéficier de politiques économiques qui s'attaqueraient aux causes des problèmes que subissent les femmes. Donc il est impératif de plus analyser le budget, pas seulement au niveau des dépenses, mais plutôt de voir comment le système fiscal fait partie d'un ensemble, et que dans cet ensemble, il faut analyser les rapports de genre. Il faut utiliser une approche d'économie féministe et prendre en compte la question de la dette. La dette a augmenté. Dans les années 80 et 90, il y a eu un effet très négatif en voulant garantir la soutenabilité de la dette. Et cette dette a été maintenue soutenable, mais ça a été au détriment des femmes. Et depuis l'hémisphère sud, nous devons discuter de cela. Pas seulement des politiques, mais comment ces politiques modifient comment modifier notre modèle de croissance et comment faire bouger les discours, qui ont un impact très fort, ces discours, parce que cet argumentaire qui semble avoir une connotation positive, en fait, pour les femmes, elles ont des effets négatifs. Ces discours, ces points de vue. Non seulement ça ne fait pas progresser, mais dans un contexte de crise multiple comme celle d'aujourd'hui, crise de reproduction sociale, crise des soins, crise climatique, crise de la dette, crise économique. Finalement, on est dans un recul. On perd les quelques progrès que l'on avait pu, ou les quelques avancées que l'on avait pu obtenir. Merci beaucoup, je vais en rester ici pour l'instant. Merci beaucoup, Véronica. Et maintenant, l'oratrice repasse en anglais, et donc je vais passer la parole à Marissa Hutchinson de l'Observatoire Asie-Pacifique international des droits des femmes. Bonjour. Je ne vais pas être aussi
Je ne peux pas approfondir autant que Véronica, mais je vais vous parler un petit peu des besoins spécifiques des femmes dans le cadre de la crise Covid. Donc, de nouveau, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, parce que pour nous, c'est le soir en Malaisie, il est plus de 21 heures. J'espère que vous êtes toutes dans de bonnes dispositions. Je voudrais remercier WeDo pour cette invitation à cette discussion aujourd'hui, pendant laquelle nous partageons nos expériences régionales, mais aussi les récits des communautés à propos des problèmes actuels qui ont pu augmenter le problème et la vulnérabilité, notamment dans les Caraïbes, parce que je travaille sur cette région. Et je pense qu'il va y avoir des points communs dans nos conversations. Et on va voir comment ces questions ont touché les femmes et les filles particulièrement. Donc, je suis ravi de faire partie de cette discussion. J'espère que je ne parle pas trop vite. Donc, pour les Caraïbes, avant la pandémie et après la pandémie, ce que beaucoup de pays des Caraïbes ont expérimenté, c'est lié à notre passé colonial et l'exploitation des ressources dans la région, notamment les petits États insulaires en développement. On dépend beaucoup du tourisme. Et on a été aussi, ces petits pays insulaires en développement sont particulièrement touchés par le changement climatique. Donc il y a un espace physique qui est restreint et ce qui se traduit par un manque d'autonomie politique. Les Barbades notamment. Et donc dans les Caraïbes, ça nous a rendu très dépendants des emprunts internationaux, notamment du FMI. Et ça a eu des effets très lourds sur la crise, au niveau de la crise de la dette pour nous. Et des politiques qui ne sont pas adaptées et qui ne sont pas assez financées aussi, notamment par rapport au droit au travail. Quand on parle du Covid, mais des liens de catastrophes avec les catastrophes du changement climatique, on voit que les femmes ont été particulièrement touchées. Les femmes célibataires ou des femmes qui gèrent un foyer avec de familles très nombreuses ou les femmes les plus marginalisées. On a bien pu voir comment ces personnes étaient touchées plus fortement par ces crises. Donc, pour moi, la plupart des causes ont touché les femmes, mais aussi les communautés marginalisées, les communautés LGBTIQ. Un manque de reddition de comptes, un manque de responsabilité et de soutien des gouvernements. Le soutien, par exemple, de certains gouvernements ne sert que certaines catégories de population. C'est l'un des problèmes majeurs des politiques quand elles sont mises en œuvre, surtout dans les Caraïbes où les politiques sont souvent dépendantes de notre histoire et notamment du lien avec la Grande-Bretagne. Les politiques sont assez exclusives, elles ne touchent pas également tout le monde, elles laissent vraiment de côté des populations marginales. Le soutien politique ne touche pas, ne va pas jusqu'à tout le monde. Par exemple, si on voit les catastrophes climatiques, très souvent, les personnes les plus touchées par les ouragans, par exemple, les cyclones, sont souvent des personnes dans les zones rurales. Et les personnes ne peuvent
pas, par exemple, accéder aux ressources nécessaires. Pas seulement quand on parle de reprise, il y a aussi les ressources fondamentales qui sont souvent, hors d'accès pour, de nombreuses catégories de personnes. Il y a aussi une violence fondée sur le genre. Dans ces pays qui sont très petits, très souvent, il n'y a qu'un lieu, de ressources, par exemple, par rapport aux ressources fondées sur le genre. Parfois, il n'y a même aucun espace, aucun refuge, en fait, pour ces femmes qui subiraient des violences fondées sur le genre. Il y a des politiques, des stratégies ou des interventions qui sont inadéquates. On a vu que beaucoup de gouvernements ont fait preuve de flexibilité, notamment avec des allègements fiscaux sur certains produits alimentaires ou certains produits de base pendant la pandémie. Mais il y a toujours un manque de compréhension par rapport aux familles qui seraient, gérées par une femme ou par une femme seule et il y a cette, distribution qui est inégale, hein, des ressources. Les Barbades, par exemple, d'où je viens, il y avait un programme par rapport à la famille, mais on a pu voir qu'il y avait beaucoup de familles avec des femmes, célibataires, des enfants et ça renvoie à, la définition aussi d'une famille. Qu'est-ce que pas par exemple de dispositions, liées aux personnes LGBTQI. Et on peut ajouter à cela une inégale distribution des ressources, l'effet du changement climatique et les personnes qui sont plus marginalisées. Et ça, on sait que c'est lié au fait qu'on n'ait pas de données séparées. Il n'y a pas de manière officielle de communiquer sur le fait que ces personnes ont moins accès aux ressources. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais par exemple, pour les personnes LGBTQI, des organisations internationales fournissent des fonds ou des produits sanitaires, etc. Mais il y a parfois des obstacles au soutien de la part de ces organisations dans les pays et au niveau de la région pour, par exemple, les personnes handicapées, il n'y a pas, de définition au niveau régional et donc ça fait que ces communautés sont impactées davantage. Il y a un manque d'information, par exemple, dans les communautés autochtones et j'imagine qu'il y a un manque d'approbation par rapport à ce qui est utile pour elles, ce qui est important pour elles. Oui, désolée, je vais, je vais faire bref, mais je crois qu'il y a beaucoup d'inégalités lorsque l'on, parle des réalités des personnes qui vivent la crise climatique, mais aussi par rapport au Covid. Dans le cadre des Caraïbes, bien sûr, on utilise l'espace de la CNUC quand on parle des petits États insulaires en développement et comment ils peuvent être soutenus. Il n'y a pas vraiment, de conversation là-dessus et donc il faudrait
avoir des conversations beaucoup plus efficaces. C'est une grande question à traiter et parfois dans le dialogue avec les, délégations sont pas forcément positives. Donc on parle souvent, de ce rôle en tant que société civile de défendre les communautés, autochtones et comment parvenir à un dialogue beaucoup plus officiel avec, les gouvernements ou obtenir de vraies avancées? C'est un peu la question. Merci. Merci beaucoup, Marissa. Donc on a entendu les voix de l'Amérique latine, des Caraïbes et je suis ravie maintenant de passer la parole à une personne issue d'Asie. Donc, Mae Buenaventura de APMDD, c'est-à-dire le Mouvement des peuples d'Asie sur la dette et le développement. Bonjour à toutes et tous, j'espère qu'on m'entend suffisamment parce que c'est un peu la tempête ici. Je voulais, pour ma part, me centrer sur le Pakistan et le Sri Lanka parce que ils montrent de manière édifiante ce qui se passe dans différents pays, notamment la dimension de genre. Et on voit vraiment ce qui se passe et comment ça affecte, comment la misère affecte ces populations. Vous avez sans doute entendu la nouvelle, il y a des files kilométriques de femmes qui font donc la queue pour de l'eau, pour des carburants et au Pakistan, il y a des femmes qui accouchent sans assistance médicale et sanitaire du fait de, bien sûr, des inondations que vous avez sans doute entendu, dont vous avez entendu parler. Yeah. Voilà, donc on demandait juste à l'intervenante de détacher un peu le micro de son visage. Oui, donc nous sommes très conscients, malheureusement, de cette souffrance. Parler du Pakistan et du Sri Lanka à nos dirigeants. Et on a parlé de la dépendance, à la dette, du surendettement, du respect des politiques néolibérales depuis toutes ces années, des politiques d'austérité pour satisfaire le FMI. Et en fait, on en arrive à ce point de banqueroute malgré toutes ces politiques. Donc ces politiques néolibérales ont mené au désastre que l'on voit actuellement. Lorsque l'on observe le facteur climatique, beaucoup des pays du Sud sont dans le top 10 des pays les plus menacés. La Colombie, le Mexique également. Par exemple, cette année, c'est les Philippines et l'Indonésie qui sont le plus à risque. Et si l'on cumule cela, si on corrèle cela à la situation économique, on a une situation explosive. Et lors de ces crises, les personnes marginalisées, discriminées, sont bien sûr les plus durement touchées. On ne peut pas dire que les femmes soient un groupe, une portion de la population, car il s'agit de la moitié. Mais les impacts négatifs s'abattent bien sur cette moitié de la population plus durement. Cette crise est multifacette.
actuelle n'a pas été seulement impulsée par le Covid. Elle découle de politiques qui ont été imposées depuis des années. Et bien sûr, on ne nie pas la responsabilité de nos gouvernements dans la mise en œuvre de ces politiques, avec également l'aspect corruption qui était présent dans l'application des politiques néolibérales. Et donc ça pose le problème de la dette illégitime. En Amérique latine et en Asie, ces continents ont été très actifs dans le développement de ce discours, puisque dans des espaces comme l'ONU, pour la reconnaissance de la dette illégitime et de la dette odieuse. Pourquoi? Parce que c'est nocif pour les droits des communautés, pour l'environnement et pour les droits des femmes, les droits humains des femmes. Et donc nous soulevons ces problèmes en rapport avec la dette. Nos collègues tout à l'heure ont parlé de la situation des femmes et on voit que l'économie tient toujours debout parce que les femmes comblent les lacunes. Aux Philippines, il y a une campagne qui s'appelle la Grève des femmes qui visait à encourager une réflexion sur ce qui se passe lorsque les femmes arrêtent de travailler. Et c'était inimaginable parce que les femmes, par défaut, du fait des attentes sociales vis-à-vis d'elles, comblent ces lacunes. Et lorsque les gouvernements adoptent des politiques d'austérité et que les services de santé publique ne sont plus disponibles, par exemple, ce sont les femmes qui entrent en jeu, qui vont chercher de l'eau, qui vont accroître les revenus des foyers pour subvenir aux besoins du foyer. Même si quelques calculs ont été faits sur la valeur du travail non rémunéré des femmes, nous manquons de données sérieuses pour les inclure dans les données nationales. Par exemple, pour ici, pour un foyer, les femmes, en tout cas les femmes comblent les lacunes du système. Au Pakistan également, les femmes sont beaucoup plus vulnérables aux crises. Et pour ce qui est du changement climatique, des études montrent que la mortalité est plus élevée chez les femmes, et ce, du fait de leur éducation. On ne leur a pas appris les compétences, comment survivre. Et on ne voit pas cela tant qu'on n'étudie pas, parce que c'est considéré comme des données un peu triviales et ça ne participe pas à visibiliser ce phénomène. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner. Pour ce qui est du Pakistan, heu, avant les inondations, le Pakistan était déjà endetté et maintenant il est complètement, sous l'eau, si je puis me permettre l'expression, et il manque, d'eau potable, il y a plus d'infrastructures et de nouveau, ce sont les femmes qui entrent en jeu avec, du travail supplémentaire non rémunéré.
et elles font des journées de plus de 24 heures. On le voit vraiment sur le terrain. Il semble que le temps des femmes est considéré comme extensible à l'infini. Il faut par exemple attendre, pour remplir des réservoirs d'eau à des heures tardives. Après, elles doivent se lever tôt pour préparer les enfants et répondre aux besoins de leur, mari. Donc, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que ce sont des phénomènes qui sont connus, mais la manière dont ces connaissances sont traitées, eh bien, on voit que l'accent n'est pas mis, de la même manière sur ces phénomènes dans le débat politique. Ce n'est pas considéré comme, des données scientifiques entre guillemets, on appelle ça des soft data, des données, un peu floues, disons. Et je crois qu'il est important de faire remonter, l'expérience de terrain des femmes et c'est le rôle aussi des féministes. Voilà, je crois que je vais en rester là, merci. Merci beaucoup, May. Merci à toutes les trois d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. C'était exceptionnel. Et dans le chat, il y a des informations qui ont été envoyées par rapport à chacune des organisations des personnes qui se sont exprimées. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'APMDD, le Mouvement des peuples asiatiques sur la dette et le développement, ou le IWRAW, il y a les sites, les liens qui contiennent des rapports, d'autres informations. Moi, j'ai la sensation qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. On peut s'identifier à ce qu'on entend d'une région à l'autre. Après avoir écouté Marissa, et en tant que latino-américaine, je sens que nous devons resserrer nos liens entre l'Amérique latine et les Caraïbes. Et aussi avec par rapport à l'Asie, tout ce qu'a dit Mae, il y a une coordination très longue sur un certain nombre de sujets entre nous depuis longtemps. Alors là maintenant, j'aimerais pouvoir donner la parole aux participantes, aux participants pour poser des questions concrètes. On a une petite quinzaine de minutes. S'il y a des questions, des commentaires, des choses à ajouter, vous pouvez vous exprimer. On va faire un tour de questions et puis on redonnera la parole à nos intervenantes. Alors, visiblement, je ne vois pas de questions. C'est pas forcément que des questions, hein. Je pense que ce qu'on a entendu, ça peut réveiller aussi des inquiétudes, des préoccupations. Oui, Priyanti Fernando, allez-y. Bonjour, merci pour ces présentations. Je viens du Sri Lanka. J'ai été très intéressé par ce qu'a dit May et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Par rapport au fait que la crise au Sri Lanka ou au Pakistan découle déjà de plusieurs années de politique néolibérale et du diktat du FMI. Sri Lanka, la solution que l'on propose, eh bien, c'est plus encore de ces mêmes solutions néolibérales du FMI. Et je me demande si Mae et d'autres auraient des contre-propositions que l'on pourrait proposer pour un débat public au Pakistan, ou au Sri Lanka plutôt, pardon, des solutions pour s'écarter de ce paradigme néolibéral.
Ce qu'on dit au Sri Lanka, c'est on n'a pas le choix, il faut qu'on continue dans la même direction comme on l'a fait avec ces politiques néolibérales. Merci beaucoup, Priyanti. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires dans le public? Ben, je repasse dans ce cas-là la parole à nos intervenantes pour leur demander. Je regarde un petit peu dans le chat s'il y a des questions. Non. Donc, je passe la parole de nouveau à nos 3 intervenantes. Et il y a une question qui a été posée spécifiquement à Maë, mais j'aimerais que dans vos mots un peu de clôture, vous nous donniez un message final et peut-être que vous partagiez, que vous nous disiez si dans vos régions, enfin comment dans vos régions, on a parlé du fait qu'il fallait se rapprocher du gouvernement par rapport au sujet des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre commentaire un peu de clôture, quelles sont les possibilités ou quelles activités réalisez-vous avec des femmes députées, par exemple, dans votre région? Et chez vous, comment envisagez-vous le fait d'intégrer plus de groupes de femmes dans des luttes, dans des campagnes, pour que cette réalité que l'on crée ensemble avec nos liens, avec le travail que l'on développe en réseau, que toute cette réflexion ait un sens pour les populations vraiment de vos régions. Donc, je repasse la parole à nos intervenantes et notamment en commençant par Véronica. Et alors, moi je crois qu'en Amérique latine, il n'y a pas une uniformité de travail avec la société civile. Ça dépend aussi du développement des politiques et puis du niveau de débat dans les différents pays. Je crois que la plupart des pays d'Amérique latine ont bien progressé dans la discussion qui a trait au modèle économique. On est encore seulement en train de commencer à analyser les discours. Et pour pouvoir avoir un impact sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et en termes de politique, il y a des grands écarts parce qu'il y a des pays qui débattent déjà du sujet de la dette depuis longtemps, depuis des années. Et d'autres pays, après la pandémie, la dette est devenue un problème plus visible. Et on oublie un peu les années 80, les années 90. Il faut retrouver ce débat lié à l'impact négatif de l'endettement public et de l'endettement des femmes. On a progressé aussi dans d'autres domaines. Par exemple, la budgétisation des dépenses pour les femmes, seulement au niveau des dépenses sociales. Alors qu'il faut aussi impulser d'autres sujets, comme le débat sur l'infrastructure. Dans nos pays, il y a des grands investissements sur les infrastructures. On trouve souvent que c'est très positif, toutes ces infrastructures. On dit que ça renforce, que c'est bien, mais souvent ça renforce le modèle d'extraction. Et il y a des pays dans lesquels on va discuter de financement des infrastructures. On discute de la pertinence des ponts, des routes, mais on ne parle pas des infrastructures liées aux activités de soins dont ont besoin les femmes, ou des infrastructures sociales, au-delà vraiment de l'assainissement de l'eau ou de l'accès à l'eau potable. On ne parle pas beaucoup non plus dans les mouvements de base, on ne parle pas beaucoup des impôts.
Je pense qu'il faut intégrer dans nos dialogues les députés, les parlementaires femmes. Mais s'il n'y a pas de mouvement de base, s'il n'y a pas la société civile, les députés femmes ne vont pas s'intéresser à ces sujets. Donc je crois qu'il faut aller des deux côtés, à la fois discuter avec les autorités, discuter avec les décideurs politiques, mais renforcer aussi les débats au sein de nos mouvements de femmes, dans les mouvements de la base. Beaucoup de mouvements féministes débattent de sujets de politique publique, des besoins de plus de dépenses publiques, mais ne parlent pas du besoin de collecte d'impôts pour pouvoir financer ces investissements. Et là, je crois qu'il y a un gros défi dans la région à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on renforce cette capacité pour pouvoir avoir des impacts sur la politique fiscale et trouver des effets positifs pour les femmes? Et que certains projets qui sont vendus avec un aspect positif d'infrastructure notamment, ont parfois des effets négatifs sur les femmes. Marissa, des petites remarques de conclusion, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci encore. Alors, je crois que comment on renforce nos prises de position dans la région? Je crois qu'on a un mouvement qui est fort. Et moi, c'était un peu une question à la fin de ma présentation, c'est comment est-ce qu'on atteint les sphères un peu du gouvernement? Pas seulement au niveau des politiques, mais parfois il y a un manque de communication, un manque de compréhension des personnes vraiment sur le terrain. Il y a souvent beaucoup de discussions, de débats à haut niveau dans un pays, avec des agences de l'ONU, des gouvernements. Il y a un petit peu de la société civile, mais je pense qu'il y a encore une lacune par rapport à la pandémie et la crise climatique. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, les gouvernements doivent mobiliser des ressources pour les femmes, pour les groupes les plus marginalisés, pour la reprise justement économique. Là, on voit que les plans de relance sont très inégalitaires. Et il faut qu'on adopte une approche vraiment qui tienne en compte du genre. Par exemple, qu'il y ait cet aspect de genre pris en compte dans les différentes politiques et aussi dans les lacunes, dans les défaillances des politiques. Comment est-ce qu'on fait participer les organisations de la société civile, de femmes, de défenseuses des droits des femmes, que leur voix puisse être entendue dans les sphères de prise de décision? On le dit souvent, mais est-ce que ça marche en fait? Est-ce que les femmes du terrain ont vraiment plus de la voix au chapitre? Je ne sais pas. On ne réalise pas à quel point le travail des femmes est essentiel dans la société, notamment dans les services de santé. On l'a vu pour le Covid, mais par rapport à la crise climatique, les femmes sont une grosse partie de la réponse aussi. Elles contribuent significativement à la résolution ou à l'atténuation de certains des problèmes. Comment est-ce qu'on peut impliquer plus formellement, plus officiellement les femmes dans les débats au niveau politique? Comment est-ce qu'on montre au gouvernement que sans les femmes,
ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elles fassent partie de l'équation, tout comme des populations marginalisées. Qu'elles font partie, toutes ces populations, des solutions. Je ne connais pas trop le sujet de la dette, mais je suppose que c'est le cas aussi. La dette, mais aussi le Covid, la crise climatique. Comment on fait en sorte que les femmes puissent être vraiment les vectrices des processus de création de solutions? Maë, les petites remarques de conclusion? Merci, je suis ravi d'avoir entendu Priyanta, même si je ne t'ai pas vu depuis très longtemps en présentiel. Mais par rapport à la situation au Sri Lanka, les négociations sont en cours. Actuellement, c'est une situation difficile, étant donné la position du Sri Lanka qui a besoin de ressources financières et le FMI qui détient ce pouvoir de financement. Donc, il y a une relation qui est déséquilibrée. Nos collègues au Sri Lanka demandent de la transparence dans les négociations, savoir vraiment ce qui est sur la table. Qu'est-ce que le FMI demande précisément? Donc, je crois que c'est essentiel de, de- de bousculer ce que disent les officiels et les décideurs politiques quand ils disent il faut accepter, c'est douloureux, mais on n'a pas le choix. Non, beaucoup de gouvernements dans la région disent cela. Et nous, enfin, ils disent qu'il faut qu'on soit toujours bien vu par les agences de notation pour pouvoir emprunter encore plus. Mais c'est vraiment tordu comme réflexion de faire, de continuer avec ce qui n'a pas fonctionné. Cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a que la voie néolibérale pour trouver des solutions. Et ça, il faut vraiment remettre ça en question, bousculer cette croyance. En Philippines, on commence un processus d'audit de la dette, un audit citoyen, pour voir des dettes qui ont été contractées de manière douteuse, pour pouvoir ensuite proposer leur annulation. Le Sri Lanka a aussi des dettes par rapport à des infrastructures, des énormes infrastructures, le Port City, qui vont surtout bénéficier aux grandes entreprises, alors que les personnes à l'échelon local n'en profitent pas du tout. Et donc, les dettes, à travers cet audit de la dette qu'on veut lancer, on veut aussi aborder les dégâts que cela cause. C'est important de garder à l'esprit les instruments pour lesquels nous luttons en tant que femmes. Par exemple, la Convention pour les femmes, qui est vraiment un cadre complet et on peut l'utiliser pour évaluer les politiques publiques, notamment en termes de privatisation. L'eau, pour 80% de leurs activités, les femmes ont besoin d'eau, que ce soit pour l'hygiène des enfants, pour la cuisine, etc. Et donc, tout ce qui contribue à rendre plus difficile l'accès à l'eau rend plus difficile la vie des femmes. Les conditions de vie ont changé depuis l'adoption de cet instrument, mais je crois que le cœur de ces instruments reste toujours valide et très pertinent pour les femmes. Et il y a aussi une forme de défi qui est de comment en faire profiter aussi les femmes au niveau des communautés. Je crois que c'est vraiment là la force, réussir à mobiliser les femmes en leur, faisant comprendre qu'elles doivent être au cœur de ces luttes.
car on ne peut pas tomber dans le piège d'instrumentaliser les femmes et juste s'en servir comme argument pour les gouvernements, de dire que si on utilise les femmes, alors il y aura de la croissance. On parle ici de droits qui sont inhérents à chaque individu, homme comme femme. Et donc, il ne devrait pas y avoir de rationalisation de ce type. Ces droits humains devaient être défendus de manière égale pour tout le monde. Et donc, j'espère qu'en encourageant ou en aidant les femmes à être sensibilisées, elles ne seront pas instrumentalisées. Merci. Merci beaucoup, mais merci à Véronica, merci à Marisa pour leur message, leurs commentaires. Tous ces éléments, je crois, nous intéressent particulièrement. Et maintenant, on a envie de savoir quelles sont les propositions, qu'est-ce qu'on fait? Merci en tout cas à ces interventions très intéressantes et je vais donner la parole à Andrea, puisqu'on va passer à la session pratique. Qu'est-ce que l'on propose pour la femme face à cette situation? Merci beaucoup, Patricia. Et comme tu l'as dit, cette première salve d'intervention était très intéressante pour poser le décor. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de ce webinaire qui va plutôt être axée sur les propositions féministes pour justement faire face à ces multiples crises. Et vous voyez à l'écran la question en anglais. Pourquoi est-ce si important de répondre à toutes ces crises à travers une réponse donc systémique, et quelles sont les propositions des féministes, sachant que l'humanité n'a plus que 3 ans pour réagir. Je vous donne la parole et en tout cas, je donne la parole pardon, à nos intervenantes. Denise Vélez, qui fait partie de Équité de genre, citoyenneté, travail et famille. Pour commencer, Denise, vous avez la parole. Merci beaucoup, Andrea. Merci de m'avoir invitée et à participer à cette conversation. Il me semble qu'il y a bien des éléments qu'on peut faire ressortir de cette conversation précédente. J'aimerais répondre à cette question en demandant pourquoi on parle de solutions systémiques et de solutions féministes. Je vous félicite aussi pour cet espace, puisque je crois que les personnes présentes ici font justement le pari de ce type de solution. Et c'est lors de ce type de rencontre que nous retrouvons pour en parler justement. Et il me semble important de faire parvenir ce message à d'autres espaces et à continuer à dialoguer avec d'autres et pas seulement rester entre nous. Pour ce qui est de la réponse, eh bien, tout d'abord, il faut dire qu'il y a une forme de tension entre les diverses manières de répondre à ces problématiques diverses qui ont été présentées lors de la première session, qui, comme on l'a vu, se font écho entre les différents continents, en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Et ce, parce qu'on parle d'un problème structurel. Et en fait, c'est au niveau de la structure que se trouve le nerf de la guerre et le nerf de l'aspect non durable de ce système. Et bien sûr, nous faisons le pari davantage pour la durabilité. Donc cette proposition
de changement systémique doit venir de là, au niveau de ce cœur du réacteur. S'il existe beaucoup de solutions pour sortir de ces multiples crises, il me semble que, au final, euh, on peut se retrouver en fait à mettre en place des mesures provisoires ou de réponse d'urgence qui ne visent pas à une véritable transformation. Et donc il existe une tension entre ces deux logiques, et une logique beaucoup plus micro et une logique macro, qui sont aussi interconnectées. Beaucoup de ces propositions, en général, et il faut les différencier, puisqu'il y en a qui sont aussi de fausses solutions, et ce qu'elles font, c'est individualiser un problème qui est structurel. C'est pourquoi on parle de propositions féministes, parce que le féminisme a cette caractéristique clé qui est l'aspect collectif, qui nous montre dans quelle voie s'engager vers des solutions collectives et au niveau de la structure. Lors de la première conversation, il y a plusieurs pistes qui ont été abordées issues du mouvement féministe, justement pour réaliser cette analyse beaucoup plus approfondie et structurelle de ces différentes crises. Et l'un de ces éléments, c'est la division sexuelle du travail. On a parlé du travail domestique non rémunéré, qui est généralement réalisé par les femmes, et ça comprend aussi le lien historique des femmes avec le travail reproductif dans ce modèle économique. Et cela aussi est un point clé pour bien comprendre les différences entre le soin comme travail, comme activité, comme processus, et le soin comme jalon systémique qui permet la reproduction dans la société. Et je le rappelle parce que justement toutes ces crises, on en a parlé au début, que ce soit les Covid ou les problèmes antérieurs, que ce soit les conflits armés, que ce soit l'inflation et la crise de l'endettement qui se présente à nous, on voit qu'à chaque fois, c'est le travail non rémunéré des femmes qui entre en jeu dans ce type de contexte. Et c'est ce lien systémique qui permet que ce type de politique perdure, parce que c'est une forme de système d'amortissement des chocs, et c'est cela ce qui nous distingue en tant que féministes, c'est vraiment de mettre le doigt là-dessus, justement. J'aimerais aussi mettre l'accent sur un autre élément en présentant un exemple pour ouvrir le débat avec les personnes présentes. Donc je parle ici du lien entre l'aspect micro et macroéconomique et comment, dans nos espaces, si on a déjà avancé dans cette analyse sur les modèles et les liens avec le système, on a un peu moins avancé au niveau des discours et des politiques publiques. Et il faut vraiment avancer dans cette conversation et lui donner une ampleur mondiale, continuer à interpeller justement ce cœur du réacteur où sont reproduits ces types de structures. La disponibilité de l'eau est essentielle.
Maë a aussi présenté un thème, en tout cas, une vision instrumentale, une vision de justice et basée sur les droits. Voilà un peu ce que je voulais présenter ici avec, une proposition de politique publique, à travers l'exemple de la ville de Mexico qui, se trouve donc au Mexique, qui est l'espace qui a, heu, la moins bonne, pardon, accessibilité à l'eau par habitant et ceci heu, a vraiment, un impact. Il y a eu différentes propositions, pour résoudre, ce problème à Mexico puisque cela bien sûr, engendre un temps de travail accru pour les femmes. La gestion des canalisations et cetera a un impact énorme puisque comme on l'a rappelé, 80 des activités, dont les femmes sont chargées nécessitent un accès à l'eau et donc s'il n'y a pas accès, ça renforce davantage le travail non rémunéré. Une proposition de politique publique dans la ville de Mexico a été la suivante. C'est réalisé à travers un programme de, système de captation de l'eau de pluie dans cette zone où il y a, souvent des pénuries et donc ce programme a été mis en place et on pourra analyser, chacune de ces caractéristiques, plus en détail, mais juste peut-être en mentionner une. Ce programme ne visait pas à une redistribution du travail, domestique, dans les foyers. Et on ne voyait pas les foyers comme des lieux de conflit, mais comme un milieu harmonieux dans lequel, au sein d'un foyer, tout le monde contribue au bon fonctionnement de système. Donc, sans aller en détail dans toutes les caractéristiques de ce programme, ce que je voulais signaler ou ce sur quoi je voulais, ce dont je voulais parler avec vous, mettre en débat, c'est que récemment, une étude a été publiée qui disait que, selon différentes recherches, l'eau de pluie à travers le monde, les eaux de pluie contiennent des produits chimiques qui ont été créés il y a moins de 100 ans dans les laboratoires chimiques du Nord et qu'on trouve dans toutes les régions du monde qui polluent les eaux de pluie. Ces produits chimiques et qui visaient au profit de certains secteurs économiques, enfin qui étaient pour les profits de, par exemple, production de pesticides, d'engrais ou de produits d'entretien domestique qui étaient justement non rémunérés. Donc. Et nous avons toutes et tous à travers le monde dans nos organismes ces concentrations de composés chimiques qui restent, qui persistent. Et vous savez que justement l'une des frontières planétaires, c'est les organismes synthétiques, c'est la pollution chimique. Donc en fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce qui s'est fait dans le Nord avec une surproduction de produits chimiques pour la surconsommation a touché le monde entier. Et ça, c'est pas quelque chose que le gouvernement de la ville de Mexique peut résoudre. La mesure qui vise à augmenter l'accès et la disponibilité hydrique ne suffit pas. Il faut qu'on voit cette vue macro, à savoir la pollution des eaux de pluie à travers tout le globe. Et donc, la logique
avec cette concentration accrue de produits chimiques est liée à la financiarisation, à la quête de profit. Tout ça est lié à l'architecture économique internationale, à cette macro-structure dont on parle. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut proposer aussi des solutions. Nos pays ont à leurs échelles des marges de manœuvre, mais il faut bien sûr que cet axe et cet angle de vue international, global, soit abordé aussi. Merci beaucoup, Denis. Un très bon exemple. Et cette invitation à dialoguer au-delà de nos domaines de travail, à parler des différents liens à l'échelle macro et les allers-retours entre l'échelle macro et micro. J'ai bien aimé cet appel aussi, comme l'a fait Maë, à ne pas seulement avoir une vision de représentation des femmes, mais plutôt de justice et de droit. C'est lié justement, c'est bien de ça dont on parle avec nos discussions sud-sud et l'idée de la reddition de comptes et que ce ne soit pas de la rhétorique. Il faut des réponses systémiques parce que, comme tu l'as dit, nos pays du Sud ce ne sont pas eux qui ont été responsables et puis ils n'ont pas les ressources. Il y a pour faire face à ces crises, il y a une idée de responsabilité historique des pays du Nord dans les pollutions, par exemple, qui induisent des composés chimiques dans les eaux de pluie. Maintenant, je vais passer la parole à Carola Mejia de la Tindad. Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est très intéressant de pouvoir partager avec d'autres régions, comprendre tous nos points communs, tous les éléments communs dans nos luttes et qu'il faut que l'on unisse justement nos forces pour atteindre cette justice. Pour répondre un petit peu à la question d'Andrea, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi c'est important de reconnaître que ces crises sont interconnectées et qu'il faut trouver des solutions intégrales et systémiques? Eh bien, ces crises économiques, environnementales, sont vraiment liées entre elles. Et les racines de ces crises, ce sont les modèles non durables, le capitalisme, le consumérisme, l'extractivisme, avec ce marché qui recherche toujours une croissance économique. Voilà, ma collègue demande d'aller un petit peu moins vite pour que ce soit interprétable. Donc, il faut reconnaître effectivement ces crises sont liées entre elles et puisent leurs racines dans des modèles économiques inégaux, d'extractivisme, patriarcaux, liés aussi à l'histoire coloniale, qui persiste jusqu'aujourd'hui, ces modèles économiques. Et dans cette recherche de croissance économique, qui a toujours été vendue comme l'idéal, eh bien, ça crée de plus en plus d'inégalités, ça épuise les ressources des planétaires, et ça se traduit aussi par la reprise économique inégale après le Covid, hein, y compris dans les pays comme entre les différents pays. Le système financier international, cette architecture internationale financière, est injuste et elle renforce les problèmes qui sont devant nous parce qu'on perpétue cette dépendance aux pays riches à travers des mécanismes néocoloniaux comme les prêts qui sont accordés ou les mécanismes d'économie verte actuellement qui renforcent ou qui aggravent la dette ou qui facilitent la participation des secteurs privés. Et les investissements de ce secteur sont surtout intéressés par les profits ultérieurs qui vont leur revenir. Et ça ne devrait pas être le cas pour des projets liés à la résilience climatique ou à l'éducation. Pour cela, il faut de l'investissement public, c'est indispensable. On l'a vu aussi pour le financement climatique. On y a travaillé, nous, à la Tindad.
avec les 100 milliards de dollars qui devraient être investis pour l'hémisphère sud chaque année. Mais au lieu de nous bénéficier cet argent ou cet apport, ça crée plus de dettes parce que 70% de ce financement climatique est fait sous forme de prêts qu'il faut rembourser avec des taux d'intérêt parfois très élevés pour les pays les plus vulnérables. En Amérique latine, c'est encore pire. C'est 81% de ces financements climatiques que l'on a reçus qui est sous forme de prêts. C'est injuste parce que justement, les pays de l'hémisphère sud ne sont pas responsables de la crise climatique. On en paie les plus chers effets. Et c'est inacceptable au niveau de la justice climatique, notamment par rapport à l'adaptation au changement climatique. C'est de ça dont on a le plus besoin. On l'a entendu aussi avec l'intervenante du Pakistan, qui parlait du Pakistan. La crise climatique crée déjà de gros dégâts dans les pays à revenus moyens ou inférieurs. Et il y a un impact différencié sur les anciens, sur les femmes, sur les filles, sur les peuples autochtones, sur les populations rurales. Et c'est toutes ces personnes qui sont en première ligne qui subissent d'autant plus. Et nous manquons donc d'un mécanisme financier dans la convention cadre, dans la CNUC, pour tout ce qu'on peut faire, c'est s'endetter davantage. C'est ce qu'on a vu pour le Pakistan. Et donc, c'est une spirale un peu infernale, un cercle vicieux d'endettement. Voilà, ma collègue interprète redemande à nouveau à l'oratrice de parler moins vite parce que c'est trop rapide pour pouvoir interpréter correctement. Donc, ces 2 dernières années, la dette est devenue un problème immense pour faire avancer l'hémisphère sud. L'austérité qu'on est censé mettre en place et la pression pour investir dans des secteurs d'extractivisme pour pouvoir rembourser la dette. Beaucoup de nos pays attribuent de plus en plus ou payent de plus en plus le remboursement de la dette plutôt que de financer l'éducation ou le social. Et ça touche évidemment plus fortement les femmes ou d'autres groupes marginalisés qui sont laissés de côté par le gouvernement. J'ai entendu des pays du Nord, des institutions multilatérales récemment pendant la réunion de la Banque mondiale et du FMI que qui disaient qu'il n'y avait pas assez d'argent. Mais l'argent, il y en a, on le voit. Il y a en ce moment des investissements des investissements militaires, par exemple, ou pour l'énergie. Alors que c'est aujourd'hui les derniers moments pour l'humanité de résoudre la crise climatique. Nous sommes très inquiets de voir comment la guerre a une influence sur ce changement de priorité dans le choix de consacrer des ressources à tel ou tel secteur. Donc pour toutes ces crises multidimensionnelles, nous avons besoin de nouveaux systèmes économiques, de nouveaux systèmes financiers à travers le monde. Des changements structurels, des solutions réelles aussi. Notamment, il faut que les pays les plus responsables de la crise payent leur part. Il faut se méfier des fausses solutions promues par les pays du Nord et par des institutions multilatérales, par exemple les marchés du carbone ou des technologies qui viseraient à capter le carbone, le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Toutes ces solutions sont soit insuffisantes, soit des fausses solutions. Et on peut envisager les propositions, l'allègement ou l'annulation des dettes pour les pays qui en ont le plus besoin, en faisant participer les créanciers publics et privés, un moratoire sur la dette pour les pays qui sont le plus touchés aussi par les catastrophes climatiques,
et un accès immédiat à des ressources, à de l'argent, sans endettement pour gérer les pertes et préjudices, les dégâts. Prendre en compte les relations entre genre et climat, qu'il y ait un mécanisme de la restructuration de la dette. On sait que le FMI est plus lié aux pays du Nord, hein. Mais ça pourrait passer plutôt par les Nations Unies, ces emprunts, un milieu qui est plus neutre que le FMI. Et il faudrait abandonner pour de bon les mécanismes néocoloniaux de l'endettement ou de certaines économies vertes. Parce que les mécanismes par rapport à la compensation des pertes et préjudices bénéficient justement de cette structure financière. Et donc, une autre mission serait de redistribuer davantage les ressources en prenant en compte un index de vulnérabilité multidimensionnelle et pas quel pays finance le mieux le FMI. C'est essentiel si on veut que nos pays atteignent les objectifs de l'agenda 2030. Pouvoir garantir cette transition vers des nouveaux modèles faibles en émissions de carbone. Par rapport à la fiscalité aussi, il faut récupérer des ressources publiques qui sont perdues à cause de la fraude fiscale ou des flux financiers illicites. Éliminer les paradis fiscaux ou des centres financiers qui sont utilisés par les millionnaires pour cacher leurs richesses et atteindre plus de transparence financière. Ces ressources doivent être récupérées par notre pays pour être investies dans des politiques sociales, de protection et d'action climatique. Des réformes fiscales progressistes aussi avec un axe environnemental et par rapport au patrimoine et aux profits, les faire contribuer davantage pour aussi permettre de réinvestir ces ressources dans les actions climatiques et d'autres services publics. Nous exigeons aussi, comme disait Véronica, des politiques sociales qui garantissent des emplois de qualité pour les femmes, une sécurité sociale et des droits du travail. Il faut beaucoup de volonté politique de haut niveau pour que les pays du Nord, qui sont les plus pollueurs, plus polluants, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, arrêtent d'investir dans les carburants fossiles et qu'ils réalisent une transition vers les énergies renouvelables sans que cela augmente l'extractivisme au sud sur, par exemple, le lithium, le cuivre, etc. Qu'ils réduisent aussi leur niveau de consommation, qui font pression sur les ressources du sud. Et donc, il y a eu des propositions dans le sens de la décroissance qui serait cruciale dans cette période critique. Et ça pourrait aussi être justement faire attention à la compensation par les marchés de carbone. Il ne faut pas qu'il y ait davantage de dettes et que les personnes les plus touchées par ces impacts soient soutenues. Il ne s'agit pas d'une solidarité nord-sud, mais d'une réparation juste d'une crise climatique qui a été générée par les pays du Nord. Dans l'aspect réparation, il faut des engagements de responsabilité. Il faut réhabiliter les savoirs ancestraux, promouvoir des solutions
alternatives. Carola, oui, je suis désolée, mais il va falloir conclure. Oui, juste montrer que ces propositions sont très liées à l'effort de la société civile en termes de campagne. Le temps presse, qui demande des actions des acteurs les plus responsables, étant donné que nous avons seulement jusqu'à 2025 pour impulser cette transformation et atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour juguler cette crise climatique, en tout cas l'atténuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carola. Désolée de te couper, c'est vraiment toujours très compliqué de le faire, mais il faut encore du temps pour les autres intervenantes. Merci pour ces propositions, Carola, qui ont été très bien résumées. Comme tu disais, il y a de l'argent au nord, mais qui n'est pas investi dans les projets adéquats. Et les solutions, on les a si seulement on se donne la peine de nous écouter. La prochaine intervenante est April Porteria. April, tu as la parole pour quelques 10 minutes du Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Bonsoir et merci de m'avoir invitée et de me permettre de partager les réalités, les perspectives depuis le Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement. Nous sommes une organisation, un réseau de plus de 200 organisations féminines sur les droits humains et le droit et la justice. J'aimerais poser aussi quelques questions parce que ça me semble crucial d'abord de se situer, de poser le contexte de ces propositions féministes. Et je vois aussi que les propositions que je voudrais proposer ont déjà été abordées, mais peut-être juste déjà rappeler l'aspect sans précédent de ces crises, puisque nous avons mené cette conversation en Asie et il y a beaucoup de similarités dans nos luttes, l'accès aux ressources, tout l'aspect crise économique. Et je crois que c'est important de souligner ce contexte historique commun que nous partageons. Nous sommes d'anciennes colonies avec une histoire d'esclavage. Et si on prend un peu de recul, eh bien, on comprend mieux nos propositions de changement de système en tant que collectif du Sud. Et on réalise que tous ces pays de nos régions sont d'anciennes colonies du Nord qui ont entravé, donc ce fait a entravé le développement de beaucoup de nos pays. Comme en Amérique latine et en Asie-Pacifique, il y a beaucoup de pays soi-disant en développement qui font face à toutes ces crises et également l'occupation militaire pour certains. Et donc ces crises sont le résultat de l'extractivisme à outrance des pays riches, des pays du Nord, qui sont patriarcales et patriarcaux, basés sur ce système économique. Puisque nous avons 3 ans pour résoudre la crise climatique, c'est vraiment très décevant de voir que l'économie continue comme avant. On parle d'une économie post-pandémie, alors que la pandémie est toujours là. Et les entreprises tirent toujours profit de cette reprise post-Covid et de manière assez intéressante, même les rapports de l'ONU
font état de cette inaction de nos États. La Commission Asie-Pacifique a émis un rapport récent sur les ODD qui constate, d'après les données disponibles, que les ODD ne seront atteints qu'en 2065. Nous avons 3 ans pour agir et d'après ce suivi de la mise en œuvre des ODD, ça ne sera atteint qu'en 2065. Donc la situation dans la région est assez terrible, notamment ces derniers mois. Les économies continuent à libéraliser. Les taux d'intérêt augmentent, l'inflation explose et la part de la dette de la région explose également. Et cela expose la région à 2 changements très dangereux dans le système financier mondial. Bien sûr, le Sri Lanka et le Pakistan sont concernés. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais mon organisation a une initiative pour soutenir les membres de communautés du Sri Lanka et du Pakistan sur cette question de l'impact climatique. On a bien sûr vu les inondations qui ont touché le Pakistan et aussi la situation du Sri Lanka. Et donc, il y a eu beaucoup d'histoires de familles qui ne peuvent même pas manger à leur faim, de femmes qui accouchent sans aucune assistance, du fait de manque d'infrastructures et il n'y a aucun soutien aux services publics de la part des gouvernements. Nous avons aussi une grande partie de notre travail qui vise à soutenir nos organisations membres. On a vu aussi une dégradation des droits humains pour les femmes. Le mois passé, nous avons publié un rapport sur les femmes qui sont menacées du fait de leur défense des droits humains, notamment en Birmanie. Vous avez sans doute entendu que ces 2 dernières années, le pays a subi un coup d'État, donc il y a 2 ans, et pour ce qui est des Philippines, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des militantes qui ont disparu, qui ont été assassinées depuis l'avènement de ce gouvernement et sa guerre contre les drogues. Nous avons donc lancé une déclaration, nous avons contacté différents départements gouvernementaux sur ce problème des leaders femmes militantes. Et donc, par tous ces systèmes d'oppression qui sont liés à ce modèle autoritaire néolibéral et du fait de la crise économique, par exemple au Sri Lanka, je crois qu'il y avait déjà des accords de renflouement de la part du FMI, donc c'est toujours la même chose. Ce sont les institutions financières internationales qui deviennent des instruments de développement pour le Sud à travers des politiques néolibérales qui sont mises en place. Et ça donne le pouvoir à ces institutions et permet au Nord de contrôler les ressources dans les pays du Sud en ayant un impact sur les femmes. Donc il y a une responsabilité historique vis-à-vis de ces pays, avec des modèles d'extraction et de consommation qui ont mené à des violations des droits humains.
une crise environnementale qui est celle qu'on connaît, etc. Et nous voulons aussi rappeler avec mon organisation qu'il faut donc traiter de ces injustices et faire rendre des comptes à ces entreprises du Nord. Donc c'est pas juste un appel, c'est vraiment un véritable mouvement qui se base sur une transformation structurelle avec une redistribution de la richesse, un emploi décent, l'élimination de toutes les formes de discrimination, la reconnaissance des responsabilités historiques et le respect des droits humains pour les femmes. Donc la situation actuelle de la région nous mène à soutenir l'annulation de la dette. Nous appelons à une véritable reprise des économies du Sud et c'est essentiel que les institutions internationales reconnaissent cela. Dans les espaces multilatérales, c'est important de faire entendre cette voix et faire connaître cette réalité au niveau multilatéral. Et bien sûr, ce qui est essentiel, c'est de s'organiser entre nous contre cette, ce système tentaculaire, que j'appelle ça un monstre. En fait, c'est la structure globale, et nous sommes, à travers l'action collective, nous avons l'opportunité de faire le lien, d'entrer en contact avec nos camarades en solidarité. Merci beaucoup, April. Merci d'avoir également respecté le temps. J'aime beaucoup le cadre de l'APWLD pour développement, la justice dans le développement et l'annulation de la dette. Et puis cet appel pour s'organiser, pour qu'on fasse du bruit, qu'on soit entendu dans les grandes institutions. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Et enfin, je vais repasser la parole à May Buenaventura du mouvement des peuples asiatiques sur la dette et le développement. Merci. Et je pense qu'on sait quelles sont nos grandes demandes stratégiques. Par exemple, on les a entendues dans ce webinaire. Une annulation immédiate de la dette, c'est l'une des étapes concrètes pour qu'il y ait des fonds publics qui répondent aux besoins fondamentaux des gens. Et tenir compte de la justice de genre, demander un mécanisme d'échelonnement ou d'annulation de la dette, des restructurations. Parce que sinon, ces débats sur la dette se font à des endroits où nous n'avons pas notre mot à dire. Et nous devons travailler pour des changements profonds dans les systèmes et dans l'architecture économique et financière. Pour qu'on construise des nouveaux systèmes, de nouvelles sociétés qui soient équitables, qui soient vraiment inclusifs au niveau genre et qui soient durables au niveau écologique. Ce sont des objectifs immenses. Et bien sûr, ça ne va pas venir comme cela tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ores et déjà? Et quels sont les enjeux devant nous? Il faut être plus courageux, il faut monter en échelle. Parce que les enjeux sont énormes, justement, pour aujourd'hui et pour demain. Donc, Carola a déjà parlé des fausses solutions.
les solutions qui sont promues par les pays les plus riches du monde, par des institutions financières internationales. Il faut déboulonner ces fausses solutions, les faire tomber. Et au contraire, renforcer notre propre discours de résistance. Donc, je sais que notre réseau en Amérique latine ça a permis de dire qui doit de l'argent à qui. Si ce n'est pas des dettes dues, si on ne doit rien à personne, eh bien on ne paye rien. Le son est saturé, désolé, l'interprète a du mal à entendre l'oratrice. Alors, merci. April a parlé d'organisation. Et je crois que c'est vraiment fondamental pour notre travail en tant que militante, en tant que féministe, pouvoir mobiliser, conscientiser. Il faut qu'il y ait une pression par la société civile. On sait que quand c'est dans l'intérêt des élites, il y a des grands manquements au niveau des droits politiques. Et nous devons poursuivre notre construction de mouvements, créer des synergies. On voit que quand le mouvement pour la justice de la dette, pour la justice climatique, cela se rejoint. On a par exemple aussi l'appel « Pas de justice climatique sans justice de genre ». Ce sont des exemples qui montrent qu'on peut alimenter ces efforts entre nos différents mouvements et construire ce mouvement ensemble. Donc, je crois que les collègues ont déjà mentionné pas mal d'éléments, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais oui, les enjeux sont effectivement immenses et il faut renforcer nos propositions, être plus courageuses que jamais et créer un mouvement transversal, en effet. Et faire du bruit, comme l'a dit aussi April. Voilà, nous arrivons au bout de cette session qui s'est intéressée aux propositions féministes pour aborder la crise. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vois que Gina en avait laissé une dans le chat. Mais on va plutôt faire des questions-réponses dans le chat avec les intervenantes. Et je vais passer la parole maintenant à ma collègue Emilia Reyes, qui est aussi de l'organisation Équité Genre au Mexique. Elle va nous faire un petit discours de clôture. Merci beaucoup. Merci à toutes les intervenantes. Vraiment d'une grande qualité. C'était un débat très stimulant. Je voulais peut-être ajouter un élément à cette conversation, qui est celui de la sécurité. Parce que les pays du Nord ont extrait notre temps, notre travail, nos ressources. Et ils ont aussi extrait la paix de nos territoires. En Amérique latine, on est censé devoir se taire quant à ce qui se passe dans nos territoires. Et il y a la présence massive du crime organisé. On est toujours avec un pistolet sur la tempe. On a peur d'être enlevé, on a peur des féminicides. Il y a des fusillades quotidiennes dans certaines régions, dans notre pays et dans d'autres pays de l'Amérique latine. C'est très difficile. C'est lié à la réduction de l'espace de la participation, de l'espace de participation pour la société civile. Et nous sommes dans des pays aussi avec des régimes politiques qui oppriment. Et malgré tout,
April disait, il faut que l'on puisse faire du bruit, qu'on continue à travailler ensemble. Donc je crois qu'il faut peut-être aussi situer ces réalités dont on parlait nos intervenantes, et nous permettent quand même de faire du militantisme, mais on met en danger notre intégrité, notre santé mentale aussi. On va de l'avant quand même, et je crois que c'est vraiment important. Ces dialogues entre féministes de l'hémisphère sud, c'est une première étape pour ensuite mener des discussions plus sincères avec nos homologues de l'hémisphère nord. L'hémisphère nord nous dit aussi que l'espace de la société civile se contracte, qu'ils sont face à des régimes fascistes. Pourtant, ils bénéficient quand même de toutes les activités extractivistes qui se déroulent dans nos pays. Et là, on a entendu parler de ces fausses solutions dont a parlé Carole. Une de nos collègues a une expérience directe par rapport à ça, de la géo-ingénierie qui essaye de modifier les caractéristiques climatiques, mais en fait, les grandes entreprises l'utilisent pour manipuler le climat, par exemple pour éviter qu'il pleuve. Pour leurs intérêts, parce qu'ils ne veulent pas de pluie dans telle ou telle installation. Et ça a des impacts énormes sur des surfaces agricoles dans nos pays. Ça met en péril l'économie locale. Le narcotrafic est extrêmement impliqué dans de nombreux secteurs économiques aussi, alors que c'était censé être régulé par l'économie traditionnelle, ces secteurs, l'économie publique. Et tous ces pouvoirs qui sont informels sont présents dans nos territoires. Et pour revenir à la géo-ingénierie, ça a des implications pour nos populations. Ce n'est pas seulement de savoir si ça fonctionne ou pas, si ça permet d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il faut voir comment tous ces éléments interagissent entre eux. Parce que nous sommes à un moment vraiment critique pour nous aussi en termes de militantisme. On l'a vu, nos collègues des Philippines ou du Brésil, les situations qu'elles connaissent, ou en Turquie, sont dramatiques. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est il faut que l'on sache que nous, on est dans un risque. Nos corps sont en danger en permanence et ce n'est pas le cas pour nos collègues du Nord. Je crois qu'il faut qu'on demande à nos collègues du Nord une radicalisation de leur discours. On ne veut pas de leur solidarité, on veut des actions. Ça, c'est lié aux revendications, par exemple, par rapport à la transition verte, les énergies renouvelables, qui en fait vont se traduire par plus d'extraction de minerais dans nos pays. On a beaucoup travaillé sur l'extractivisme dans nos pays et ça va devenir de plus en plus prégnant avec des assassinats de défenseurs du territoire et puis des destructions d'écosystèmes. Parce il va falloir 9 fois plus d'extractivisme pour permettre au marché du Nord de faire des énergies vertes ou renouvelables. Et c'est pourquoi on ne veut pas de l'inclusion. On n'est pas des féministes de l'inclusion, on est des féministes de la rupture. On veut briser ce système. Et ces discours libéraux de certaines féministes du Nord ou d'autres collègues du Nord, on n'en veut pas, on doit les rejeter. C'est pour ça qu'on doit d'abord un dialogue entre nous. Proposer ces solutions structurales dont on a parlé pendant ces 2 heures. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, ce dialogue a été vraiment très riche. On en a beaucoup
profiter de ces éléments de l'Asie-Pacifique. Ce sont les premières étapes qui sont importantes. Notre militantisme doit se jouer à l'échelle quotidienne, mais aussi être en lien avec voilà, ce qu'on a pu entendre au Sri Lanka, aux Caraïbes, tous ces exemples. Très important de voir que on est dans la même dimension. Il ne faut pas que ce soit anthropocentré. Pour prendre le monde entier dans sa globalité. Il faut se méfier des collègues du Nord qui se prétendent être en solidarité avec nous, mais qui extraient aussi nos connaissances, qui bénéficient de nos connaissances, qui nous voient comme pauvres et qui utilisent ces images. Voilà, je passe la parole à Andrea qui va nous parler des prochaines étapes. Merci beaucoup, Emilia. Par rapport aux prochaines étapes. Donc, oui, c'est vrai que je voulais revenir d'abord sur ce que tu as dit, ce féminisme de la rupture. Tu parlais de la violence dans nos pays. Et je pense que c'est un bon moment pour reconnaître aussi qu'on n'est pas toutes ici. Il y a des défenseuses de l'environnement ou des droits humains qui ont disparu et des personnes qui n'ont pas le temps de faire partie de nos organisations aussi. Et ça fait bien partie de l'idée quand on se réunit ici. Je pense que tu nous as donné ce message et ce message par rapport aux collègues du Nord. C'est très important justement, c'est une série là, Sud-Sud. Mais on l'a dit, il faut qu'on aille au-delà aussi. Il faut qu'on pense au niveau macro, au niveau systémique, au niveau responsabilité. Et on l'a dit, hein, la responsabilité ou la reddition de comptes, c'est pas de la rhétorique, c'est pas une métaphore. Il s'agit bien de structure. Voilà, et sachez aussi que nous aurons une autre session dans cette série de discussions Sud-Sud qui sera conduite par Femnet, qui est une organisation panafricaine féministe, qui parlera de transition juste. Pour plus d'informations, vous pouvez voir le lien là à l'écran pour s'inscrire, pour participer à notre liste de diffusion par email. On partagera, on donnera plus d'informations. Et puis il y aura une discussion avec les collègues du Pacifique aussi. Vous pourrez retrouver les enregistrements aussi sur YouTube. Et comment est-ce qu'on peut poursuivre et approfondir des éléments de cette conversation ensemble? De quelle façon? Parce que l'idée de cette initiative, de Nexus d'action féministe pour la justice climatique, économique, c'est de poursuivre ces débats en tant que mouvement, continuer à explorer ces liens, et cette idée de reddition de comptes, là, de responsabilité des entreprises, ça, ce serait vraiment important d'arriver à trouver un mécanisme pour cette reddition de comptes. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire sur l'un de nos emails. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à toutes les intervenantes d'avoir participé à cette réunion. Merci tout le monde. Merci.